Souvent, pour lutter contre l'insécurité, on parle de répression. Je vais tenter d'analyser cela. Nous comprenons tous l'idée de responsabiliser par des sanctions fortes. Et certains pays montrent que ça peut marcher. Certains pays très insécures ont amélioré leur taux de criminalité. Regardons le Salvador en le comparant à la Guyane et au Costa Rica. Le Salvador est passé de l'insécurité extrême à une transformation spectaculaire. En 2015, son taux d'homicide atteignait 103 pour 100 000 habitants, un record hors zone de guerre. Les gangs comme MS-13 et Barrio 18 dominaient. La pauvreté et un système judiciaire dépassé n'aidaient pas. Mais depuis Nayib Bukele en 2019, c'est une autre histoire. En 2022, après 87 meurtres en un week-end, le gouvernement a lancé une guerre aux gangs. En 2023, un taux d'homicide est tombé à 2,4 pour 100 000, une chute de 97% par rapport à 2015. En 2024, il est à 2,1, plus sûr que beaucoup de pays développés, notamment les États-Unis, qui sont à 6,8 pour 100 000 habitants en 2023. Mais comment a-t-il fait? Eh bien, il a fait une répression massive. Plus de 80 000 arrestations de gangsters depuis 2022. 7% des hommes adultes du Salvador. Souvent sous un régime d'exception qui met les droits en pause. L'armée a repris les zones chaudes, comme Soyapango, avec une présence constante. Aujourd'hui, 92% des Salvadoriens se sentent en sécurité, contre 36% en 2018. Mais il y a eu un prix à payer. Les ONG pointent des arrestations arbitraires, 3000 plaintes en 2023, et des prisons surpeuplées, mais pour beaucoup, la sécurité vaut ce coup. Le Costa Rica, quant à lui, n'a jamais été aussi insécure que le Salvador, avec un taux à 10 pour 100 000 en 2010. Il a vu la violence grimper à 18,2 en 2024 avec le narcotrafic. Mais dans les années 1980 et 1990, il a réussi un tournant sécuritaire, passant de 15 à 6 pour 100 000 grâce à une politique d'éducation ambitieuse. Avec 98% d'alphabétisation et 7% du PIB dans l'éducation, le Costa Rica a bâti une société plus stable, limitant la délinquance à long terme avant que les cartels ne frappent. Cette base aide encore malgré la pression actuelle. Alors qu'en est-il de la Guyane? La Guyane est déjà un territoire répressif face à la violence. Son taux d'homicide à 15 pour 100 000 en 2023 est bien plus haut qu'en France hexagonale. Les arrestations sont fréquentes. En 2023, environ 4 500 interpellations ont été enregistrées pour une population de 300 000 habitants selon les données du ministère de l'Intérieur, soit un taux de 1500 pour 100 000, largement supérieur à la moyenne nationale française qui est de 1000 pour 100 000. Les présents le confirment, au 1er janvier 2025, le centre de Remire-Montjoly comptait 700 détenus pour 495 places, soit 141% d'occupation et un taux d'incarcération de 233 pour 100 000 contre 106 en France. Malgré cette répression, la violence liée au trafic d'or et de drogue persiste. La CAF soutient une population fragile, 43% sous le seuil de pauvreté, INSEE 2023. Chômage à 19%, IEDOM 2024. Et 35% chez les 15-24 ans, dont seuls 15% ont le bac. Supprimer la CAF, une idée portée par le Rassemblement national pour responsabiliser les familles face à la délinquance, serait risqué sans une économie qui crée des emplois. 48% de scolarisation chez les 15-24 ans. C'est une catastrophe. Les zones pauvres, comme les quartiers informels, concentrent la criminalité. Couper les aides sans alternative aggraverait cela. Si on voulait une politique brutale, comme au Salvador, avec arrestations massives et contrôle militaire, il faudrait une souveraineté totale guyanaise. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la Guyane dépend des lois, budget et forces de l'ordre de la France. Sans indépendance, pas de marge pour une opération aussi radicale qu'au Salvador, où Bukele a mobilisé un État souverain à fond. La Guyane, déjà répressive avec ses arrestations et prises en pleine, pourrait viser un modèle salvadorien. Mais ça nécessiterait la souveraineté totale. Et l'idée du RN de couper la CAF sans travail ni éducation risquerait de tout empirer. Le Costa Rica prouve que l'éducation peut sécuriser sur le long terme, même sous pression. Alors qu'en pensez-vous? Vaudrait-il mieux une Guyane indépendante pour taper fort ou une voie mixte avec éducation et emploi en priorité?